L'image, c'est un projet de créer au large de San Francisco, à 22 km de San Francisco, une île qui devrait être beaucoup plus importante que ça en réalité, qui est une plateforme pétrolière transformée en résidence pour les oligarques de la Californie, qui a le gros avantage, étant à 22 km de San Francisco, d'échapper aux droits américains, aux impôts, à la loi, tout simplement. Et donc, qui ne peut être soumise que à la loi du droit de la mer, au droit de suite ou au droit international. C'est une île qui a été imaginée et qui est en train de se construire d'abord financièrement, puisqu'il y a une levée de fonds. Pour le moment, il y a eu 80 millions de dollars qui ont été mis, enfin, il y a 1 an et demi déjà. Je ne sais pas où ils en sont maintenant, mais c'est le fondateur de PayPal qui a lancé ce projet. Et ce projet a pour but de construire une cité hors la loi, une cité sans loi, qui profite de toutes les commodités offertes par la loi américaine, qui permet qu'il y ait de bons étudiants, par exemple, de bons médecins, de bons spectacles, etc., à San Francisco, à Berkeley et ailleurs, ou à Stanford, de profiter des cerveaux en particulier qui se développent là, avec l'aide publique. Mais sans payer d'impôts, sans être redevable de quoi que ce soit. C'est-à-dire, on prend, mais on ne rend rien. Ça s'appelle la piraterie. C'est là que sont les vrais pirates. C'est là qu'ils veulent s'installer. Et ce sont les gens qui défendent le modèle libertarien. Alors, j'insiste sur ce point de libertarien parce que, je ne vais pas revenir sur ce que j'avais dit dans le cours sur Platon, etc., qui est un anti-libertarien. Très clairement. Nous nous situons, nous, quand je dis nous, je veux dire dans Pharmakon, en tout cas moi dans Pharmakon, à la fois contre Platon, contre le Platon de la République, c'est-à-dire je combats le Platon, pas dire totalitaire, mais totalisant de la République, mais je combats aussi les libertariens. En tout cas ceux-là. Ceux qui conduisent à cela et qui sont, en manipulant les libertariens de gauche, il y en a beaucoup parmi les hackers, qui sont des amis d'ailleurs, souvent, pour moi, en les manipulant, ils les mettent au service de ce libertarianisme-là, qui n'est pas d'extrême droite, mais qui est tout à fait de droite, qui est aussi un anarchisme de droite, et qui crée les réactions d'extrême droite, qui provoque les réactions de l'extrême droite, qui engendre l'extrême droite, par exemple, américaine des États du Sud, etc., mais aussi l'extrême droite française, l'extrême droite du Front National, l'extrême droite hollandaise, anglaise. Il y en a partout, en fait. L'extrême droite est partout, maintenant. Alors, voilà, je voulais installer cette image comme en mettant en arrière-plan de mon propos, pour que vous sachiez que c'est de ce contexte-là que je parle. Avant de vous faire cette conférence, qui n'en est pas tout à fait une, je voudrais vous dire quelques mots d'Ars Industrialis. Parce qu'en fait, vous êtes chez Ars Industrialis ici. Pharmakon.fr, nous l'avons créé il y a 3 ans, dans Ars Industrialis. Aujourd'hui, j'ai proposé en fait à Pharmakon de donner pour titre à cette académie d'été, ce titre un peu ridicule, en tout cas cocasse, qui est Occupy Épineuil-le-Fleuriel, avec un sous-titre Occuper les cerveaux à Épineuil-le-Fleuriel. C'était suite à une discussion un peu difficile que nous avons eue au mois de février, je crois, chez Arnaud Delépine, au cours d'une réunion du conseil d'administration d'Ars Industrialis. Une réunion difficile au cours de laquelle j'ai fait référence à un article qui a été paru dans le Monde diplomatique au mois de janvier. J'ai d'ailleurs malheureusement perdu cet article, je voulais vous le présenter ce matin, je n'ai pas réussi à le retrouver, il est dans la pile de papier de mon bureau, dans lequel je ne sais pas comment l'appeler, un penseur politique, publiait un papier en critiquant Occupy Wall Street. Une critique qui disait que Occupy Wall Street, finalement, n'avait débouché sur rien d'autre qu'une complaisante discussion sur lui-même, son avenir, etc., et que ne s'intéressait pas finalement beaucoup à ce qui se passe vraiment dans le monde. Je résume extrêmement schématiquement un article un tout petit peu plus raffiné que cela, mais
un article assez polémique et violent, hein, très certainement en partie injuste, mais moi je soutenais que tout en étant en partie injuste, il disait des choses justes. Voilà. Que de toute façon, beaucoup d'amis à moi qui font partie de ces mouvements, qui sont proches de ces mouvements, disent eux-mêmes, grosso modo pour le dire, un peu là aussi schématiquement, Occupy Wall Street serait dans une impasse. Les indignés seraient dans une impasse. Les mouvements du printemps arabe seraient malheureusement dans une impasse qui est une impasse sanglante en ce moment même, puisque vous le savez bien, en Égypte, en ce moment, il se passe des choses terribles. On a l'impression que tous ces mouvements qui ont démarré en 2010 et qui sont, à mon avis, des mouvements extrêmement importants, que je prends très 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 au sérieux, en même temps sont dans une impasse. J'ai une thèse que je développe depuis 3 ans, d'ailleurs, que j'ai développée dans 2 livres en particulier, qui est que cette impasse vient d'une impasse conceptuelle de toutes sortes de mouvements intellectuels, dont le mouvement post-structuraliste, dont je fais partie. Je ne vais pas développer cela. Mais si je vous dis tout cela, c'est parce que si nous avons fait Occupy Épinal-le-Fleuriel, occuper les cerveaux à Épinal-le-Fleuriel pendant cette Académie d'été, c'est parce que nous voulons nourrir une réflexion d'Ars Industrialis, que Ars Industrialis voudrait engager à l'automne prochain avec ces mouvements-là. Pas seulement avec ces mouvements-là, mais d'abord avec ces mouvements-là, et d'abord avec Occupy Wall Street. Et ça fait partie d'ailleurs de la discussion que nous avons eue l'autre fois sur la question de la dette et de Graeber, de discours de David Graeber sur la dette. Nous voudrions, par exemple, avec David Graeber, aller plus loin dans une discussion sur la question de la dette, du défaut, de l'idéologie, etc., etc. Nous voudrions, en quelque sorte, essayer de proposer un cadre général, proposer, non pas disposer, mais proposer aux gens de bonne volonté, aux bénévoles, on les appelle comme ça. La bénévolence, c'est les gens de bonne volonté. Pas forcément ceux qui travaillent à l'œil, bon, les gens de bonne volonté. Nous voudrions leur proposer, au sens où Socrate, à un moment donné, dit mais non, écoute, il faut être de bonne volonté si on veut mener un dialogue. Parce que si tu n'es pas de bonne volonté, si tu ne veux pas y mettre du tien, on n'y arrivera jamais. Et la bonne volonté, aujourd'hui, il y en a beaucoup dans le monde. Mais elle a besoin d'instances critiques. Elle a besoin de produire des concepts. Elle est très largement désarmée, y compris parce qu'il y a un choc technologique, au sens où j'essaye de le théoriser dans la théorie de ce que j'appelle double redoublement épocal, qui fait exploser tous les circuits de transindividuation. Or, les concepts, ce sont des produits des circuits de transindividuation tels qu'ils se produisent depuis la Grèce antique en Occident. Je dis en Occident parce que le concept de concept est apparu en Occident. Je ne veux évidemment pas dire qu'il n'y a pas de concept au Japon, en Chine, en Inde, en Afrique ou ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que le concept de concept, tel qu'on l'utilise dans le monde entier, y compris en Chine et en Afrique aujourd'hui, il vient de l'Occident. Comme nous l'a rappelé Ricardo, il est récent, par ailleurs. Nous voudrions, peut-être en mettant d'ailleurs en crise le concept même de concept, je dirais même pas peut-être, certainement en le mettant en crise, nous voudrions proposer à la communauté de ce que je vais appeler surtout demain l'internation, une discussion sur la capacité de produire des concepts qui ne servent pas à ça, qui ne soient pas récupérables par ça étant un système qui fonctionne avec l'économie des drones que nous a montré hier très précisément, très magnifiquement Patrick Krogan. Économie des drones dont il nous a montré que en fait, elle repose sur la construction, comme le montre Grégoire Chamaillou, de ce que j'appelle une oligarchie. Oligarque, ça veut dire séparer d'eux, les éléments séparés d'eux, les éléments à part. Là, il y a les éléments à part, où les oligarques financiers vont travailler avec les oligarques militaires, qui ne sont plus d'ailleurs des militaires ou des guerriers, mais des flics planétaires, utilisant des drones pour produire des assassinats ciblés, 15 par semaine, décidés, d'après Chamaillou, par Barack Obama tous les mardis matins. En ce moment. Ce n'est pas de la science-fiction, ce dont je vous parle. C'est ce qui se passe en ce moment. Alors, ce que nous soutenons
Ars Industrialis, c'est dans Pharmakon surtout. C'est que, je dis dans Pharmakon surtout parce que Pharmakon est devenu l'endroit, l'usine à concepts. C'est là qu'on maintenant fabrique des concepts. J'étais très très heureux du début de cette académie d'été d'ailleurs parce que maintenant ça produit, hein, ça usine. C'est-à-dire que les 8 conférences ou les 15 conférences qu'on a écoutées hier et avant-hier, on voit qu'elles produisent vraiment des concepts. On peut discuter ces concepts, ils ne sont pas forcément complètement convergents, cohérents, etc., mais ça produit. Bon. Et ça devient vraiment un appareil de proposition de concepts qui fonctionne. Dans Pharmakon et Ars Industrialis, nous soutenons que et dans l'IRI, dans l'Institut de recherche et innovation, dont Vincent Puig ici est le directeur exécutif, comme il s'est désigné lui-même, au sein de l'IRI, on en reparlera demain, puisqu'il y aura des interventions de gens qui travaillent au sein de l'IRI demain, où nous essayons de transférer ces concepts sur des plateformes, sur des dispositifs expérimentaux, des prototypes, et parfois plus que des prototypes, des véritables services et logiciels. Dans ces différentes instances, donc, nous soutenons que le numérique, nous sommes convaincus d'une chose, dont tous les gens ici, ou presque, sont convaincus, c'est que le numérique est porteur d'un potentiel nouveau, révolutionnaire. Je prends le mot au sens strict, c'est-à-dire qui fait que des choses sont révolues, extrêmement prometteurs, et qui reposent sur ce qu'on appelle parfois la bottom-upisation du monde, c'est-à-dire la réticulation, ce que Occupy Wall Street appelle l'horizontalisation, et qui a permis d'inverser des processus massivement top-down, c'est-à-dire massivement platoniciens, au sens de la République de Platon. Mais ce qui produit cette bottom-upisation, cette horizontalisation, cette réticulation, c'est un pharmacone, ce que nous appelons, nous, la rétention tertiaire numérique. Et toute rétention tertiaire est un pharmacone. Donc il est toujours possible de renverser un pharmacone pour lui faire le contraire de ce qu'on en fait. Autrement dit, il est tout à fait possible d'utiliser le pharmacone numérique pour faire du top-down extrêmement efficace. C'était l'enjeu, en fait, de la discussion que nous avions hier. Malheureusement, Tom a dû partir. Il rentrait en Hollande. C'est dommage parce que son exposé d'hier après-midi a déclenché toute une discussion avec Henry, qui est ici, et puis ensuite beaucoup de personnes, dont Francesco, etc., Paolo, sur la question du push et du pull. Ce qui rend possible ce qu'il a appelé hier les technologies, enfin, il n'en a pas parlé, c'est moi qui en ai parlé, il a parlé des technologies push, j'ai dit, mais ce qu'on a beaucoup dit sur le web, c'est qu'il permet une technologie pull, c'est-à-dire je vais chercher les choses, je suis actif, et non pas je reçois les choses. Recevoir des choses qui tombent du ciel, c'est du top-down. TF1, c'est du top-down. Le gouvernement des gardiens de la cité par les philosophes platoniciens, c'est du top-down. L'État central jacobin, c'est du top-down. Le centralisme démocratique du Parti communiste français, c'est du top-down. C'est-à-dire qu'on subit des choses. Et l'organisation industrielle depuis le XIXe siècle, et beaucoup plus encore depuis le Fordisme, avec le modèle de l'organisation scientifique du travail proposé par Frédéric Taylor, c'est ultra top-down. Et cette top-downisation va tellement loin qu'elle produit une prolétarisation généralisée. Les ouvriers ne savent plus travailler, ils ne travaillent plus, en réalité, ils sont esclavagisés, c'est pas ça le travail. Et ils ne savent plus rien. Et les consommateurs ne savent plus rien. On leur dit ne vous occupez de rien, on s'occupe de tout, contentez-vous de consommer. Ça, c'est du push. Mais les problèmes, c'est que les concepteurs eux-mêmes ne savent plus rien. Les managers ne savent plus rien. François Hollande ne sait pas grand-chose et Barack Obama non plus. On lui dit à l'état-major, tiens, vous devriez choisir parmi cette liste, choisissez donc 15 personnes
qu'on va sacrifier sur l'autel de la guerre contre le terrorisme. En fait, on va les assassiner en transgressant toute loi. Ils ne s'en rendent même pas compte. C'est sûrement un homme de bonne volonté, M. Obama, qui a été élu, comme vous le savez, par les banques américaines. Quoi qu'il en soit, puisqu'il leur a promis de les récapitaliser, etc. Quoi qu'il en soit, nous pensons que tous ces mouvements, Occupy Wall Street, le printemps arabe, les indignés, etc., sont des mouvements qui investissent massivement le bottom-up, c'est-à-dire une alternative à cette top-down qui a conduit à une organisation de la société, en fait, reposant sur quelques-uns qui maîtrisent quelque chose et tous les autres qui subissent. Voilà. Et qu'on prend tous pour des cons, incapables de quoi que ce soit. Parce que ça a été une incapacitation généralisée qui a été théorisée par Amartya Sen et qui est une reprise, selon moi, de la théorie et de la question de la prolétarisation de Marx, mais dans des termes absolument différents. Nous croyons, nous beaucoup, comme le mouvement Occupy Wall Street, par exemple, à cette promesse de la bottom-upisation. Nous croyons aux amateurs, nous croyons beaucoup à l'inventivité des gens, nous ne prenons pas les gens pour des cons. Mais nous pensons aussi qu'il y a une immense naïveté dans ce mouvement bottom-up, libertarien, très massivement libertarien, qui conduit à la domination de ces gens-là, qui eux ne sont pas du tout bottom-up, qui manipulent ce mouvement bottom-up, c'est-à-dire ce mouvement pull, pour récupérer tout cela, ces données personnelles par exemple, et les remanipuler, les retop-downiser de manière cachée, comme le fait Facebook. Et nous pensons, alors ça c'est vraiment un travail que nous avons fait avec Hugh et Harry Halpin, qui n'a pas pu venir parce qu'il est en ce moment même aux États-Unis, pour discuter avec Google, Facebook, etc., dans une discussion internationale en Californie. Mais nous pensons que nous devons dépasser cette opposition bottom-up, top-down. Nous soutenons, et nous le soutenons depuis très longtemps avec Vincent Puig, depuis la fondation de l'IRI, il y a maintenant presque 7 ans. Nous soutenons qu'il n'existe aucun système purement bottom-up, ni d'ailleurs aucun système purement top-down. Parce qu'un système purement top-down, ce serait un système intégralement anthropique. Et anthropique au sens de la théorie de l'entropie, c'est-à-dire qui s'épuiserait, qui se fermerait totalement sur lui-même. Il faut de l'altération. Le système ne peut se nourrir qu'en s'ouvrant à l'autre, que parfois il porte en lui-même. Et c'est pour ça que le top-down a toujours besoin de bottom-up. Par exemple, le top-down américain a eu la très grande intelligence de faire venir un bottom-up sélectionné et contingenté, enfermé dans des résidences surveillées dorées, comme par exemple Northwestern University. J'en parle, c'est une université de Chicago dans laquelle j'ai enseigné, où je vivais dans un formidable campus, absolument à l'abri de tout risque, de toute violence, alors qu'à Chicago, il y a beaucoup de difficultés sociales, dans des conditions dorées. Comme toutes sortes de gens, parce que les États-Unis ont une politique d'accueil extrêmement incroyable, d'ailleurs, pour accueillir des artistes, des scientifiques, des universitaires, des écrivains, des innovateurs, des créateurs, etc. Mais alors ça, c'est du bottom-up, hein, mais qu'on choisit et qu'on met dans des conditions bien particulières et sous un contrôle très, très réfléchi, très stratégiquement élaboré de top-downisation, c'est-à-dire de récupération de tout ce qui sort de ça. Nous pensons que le modèle bottom-up, top-down doit être réinventé. Qu'est-ce qui est en jeu derrière ce rapport bottom-up, top-down? C'est la politique. Ce qui est né en Grèce, au 7e siècle avant Jésus-Christ, qu'on appelle la polis, la politeia et la police. La politeia, c'est la citoyenneté, c'est la constitution de la citoyenneté, ce sont des modèles. C'est une organisation où ce sont des organisations de relations bottom-up, top-down, sur lesquelles il y a eu toutes sortes de points de vue. Solon n'a pas le point de vue de Clisthène, qui n'a pas le point de vue de Platon, qui n'a pas le point de vue, etc., etc. Tous les débats sur la politeia, dont la République de Platon, sont des points de vue sur les rapports entre le bottom-up et le top-down. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon cours cette année sur la République. Nous pensons en particulier que cette relation politique, qui est née donc au 7e siècle avant Jésus-Christ,
dont Thalès est une figure très très importante, parce que Thalès, outre qu'il est un fondateur de cité, c'est un comment on l'appelle, j'arrive plus à retrouver le nom, pas grave, c'est un nomothète, voilà, c'est un géomètre, c'est un poète aussi, parce que à cette époque-là, tous ces gens-là pratiquent la poésie, tout simplement parce que la poésie, c'est une mnémotechnique de transmission et de travail. Et c'est un physiologue, c'est-à-dire c'est un de ceux qui commence à parler de l'hypokaimenon proton, c'est-à-dire de quelque chose qui serait un archétype, un principe sous-jacent de toute chose, et qui ne serait pas de l'ordre du divin, qui ne serait pas de l'ordre du discours du prêtre roi, du basileus, etc., qui ne peut plus se satisfaire d'expressions mythologiques et surnaturelles de ce que sont les choses. Et tout ça constitue la matrice, avant tout dans la géométrie, à travers le modèle de la géométrie, du raisonnement géométrique, c'est-à-dire apodictique, de la politeia. Pourquoi ? Eh bien parce que la géométrie, c'est ce que je déclare beaucoup en ce moment, c'est ce que j'ai dit au cabinet aussi de Madame Fioraso il y a un mois, c'est la ministre française de l'enseignement supérieur et de la recherche, la géométrie, c'est la première communauté peer-to-peer. On ne peut pas être géomètre si on ne devient pas le père de PAIR de tous les autres géomètres. La géométrie, c'est un espace noétique à l'intérieur duquel, si on est devenu géomètre, c'est-à-dire si on s'est soumis à un apprentissage, à une discipline, à une mélété, comme disent les Grecs, qui consiste à transformer, on le sait aujourd'hui, le fonctionnement de son cerveau, et je dirais tout à l'heure, à recoder ses neurones. Si on s'est soumis à cela, et qu'on l'a fait d'une certaine manière systématique, et en se soumettant à un top-down, le top-down s'appelant l'héritage de la géométrie, et ce qui est légué sous forme de rétention secondaire collective par les géomètres précédents, et sur lequel il y a eu des accords qui se sont constitués entre tous les géomètres. Oui, nous reconnaissons par exemple dans le concept de point, telle définition euclidienne. Oui, jusqu'à ce qu'au début du XIXe siècle, Lobachevsky dise non. On ne raisonne plus comme cela. Ça n'est plus l'axiomatique euclidienne qui peut servir de base à la géométrie. Euclide, c'est une axiomatique, mais c'est une axiomatique parmi d'autres axiomatiques. On va élargir l'axiomatique de la géométrie. Bon, ce que je vous dis sur la géométrie, je pourrais vous le dire sur la physique, je pourrais vous le dire sur la linguistique, je pourrais vous le dire sur toutes sortes de choses. Tout ça, ça constitue ce qu'on appelle, à partir du 7e siècle, des disciplines rationnelles. Ces disciplines rationnelles, ce que disent Thalès, Solon et tous les autres, c'est qu'elles doivent servir de canon à l'organisation de la cité. Non pas que la cité puisse être un fonctionnement rationnel, je crois que pratiquement aucun grec à part Platon ne le croit. Parce que les Grecs sont des tragiques et ils savent qu'il y a du pharmakon dans tout ça et que le pharmakon n'est pas rationnel. Le pharmakon, c'est ce qui vient toujours renverser la raison en déraison. Ce qui vient toujours montrer que la raison, la pure raison, totalement maîtrisée, il n'y a que Zeus qui pourrait en disposer. Et nous ne sommes que des mortels. Nous sommes condamnés à la technique, c'est-à-dire au pharmakon. Et donc, ce que nous produisons rationnellement se renverse toujours pour produire de l'irrationnel. Ça, c'est l'enjeu de la dialectique de la raison de Horkheimer et Adorno, dont on a parlé le premier jour. Alors, nous pensons qu'il faut rouvrir ces questions-là avec les gens qui croient aux communautés peer-to-peer. Car finalement, ce qui relie le printemps arabe, Occupy Wall Street et tous ces mouvements indignados, etc., c'est qu'ils croient à cette communauté peer-to-peer. Par exemple, les indignés ont dit, mais aussi Beppe Grillo, en Italie. Et je sais que Paolo et Sarah vont nous en parler aujourd'hui. Ils ont dit, allez, il faut se débarrasser de tous ces types du bottom-up, là, les énarques, François Hollande, Barack Obama, arrêtons avec tout ça. Mais aussi, peut-être, c'est peut-être pas François Hollande et Barack Obama le vrai problème, c'est peut-être plutôt l'OMC, la direction économique de Google, etc. Enfin bon, les actionnaires, ça méritera qu'on en rediscute. Mais... Donc ils ont dit, passons à de vraies communautés peer-to-peer. Et nous sommes, nous, d'accord avec ça, fondamentalement d'accord. Nous partageons avec tous ces mouvements cette conviction-là. Mais, nous disons, c'est ce que j'ai dit avant-hier, je crois, ou hier, il y a une maladie infantile
de la communauté peer-to-peer, qui croit qu'une communauté peer-to-peer ne se hiérarchise pas, ne se donne pas de règles, n'a pas de discipline, n'a pas de processus de top-downisation. Nous disons bien sûr que oui. Pour qu'une communauté peer-to-peer fonctionne, il faut qu'elle se transindividue. Et la transindividuation, c'est la métastabilisation de concepts, de catégories et de règles. Et ces règles, il faut s'y soumettre, même quand on n'est pas d'accord. C'était le sujet de l'intervention de Paul à propos de Socrate. Socrate n'est pas d'accord avec le verdict du procès qu'il condamne à mort, mais il s'y soumet, même pour se condamner à mort. Il dit, bon voilà, la cité a décidé que je vais mourir, je meurs. J'ai toujours dit qu'il fallait respecter les lois, même quand on n'est pas d'accord, donc je meurs. Il s'est renversé cette décision, j'ai essayé de le dire, quasi causalement en faisant finalement, le fondateur de l'Occident, c'est lui. Bon. C'est ce geste-là qui a construit l'autorité occidentale, à partir de laquelle Jésus-Christ s'est construit. Je dis Jésus-Christ, non pas parce que Jésus-Christ s'inspirait de Socrate, mais parce que Paul de Tarse a utilisé la figure de Socrate pour socialiser la figure du Christ. Et c'est comme ça que le pouvoir de l'Occident chrétien s'est imposé au monde entier. C'est comme ça que les conquistadors sont arrivés avec une croix pour bénir et massacrer les Indiens tout en les bénissant. Et donc, l'enjeu est ici absolument colossal. Alors, aujourd'hui, je voudrais avancer quelques propositions qui ont deux versants. Il y en a plus que deux, mais principalement deux. Des versants. Premièrement, des versants conceptuels. Je voudrais verser au dossier du débat de l'internation, je dirais demain ce que j'appelle l'internation, et au mouvement peer-to-peer qui se développe partout dans le monde, je voudrais verser au débat quelques concepts critiques, qui ne sont faits pour être critiqués d'ailleurs, mais à condition de respecter les règles de la critique. Si c'est pour faire du blabla, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce n'est pas de la critique, c'est de l'expression affective, etc. Les affects sont très importants pour nous, mais à condition qu'ils se soient soumis aux règles des concepts. Donc il y a cette démarche qui est, disons, on appelle ça classiquement une proposition théorique. Mais derrière cette proposition théorique, il y a une démarche pratique. Je dirais, en réactivant des questions que posait Bertolt Brecht et avant lui Karl Marx, praxique. Il y a des questions de praxis. Je voudrais faire des propositions. Je voudrais vous faire ici, à vous qui êtes présents, des propositions, mais je voudrais aussi les faire à Ars Industrialis et à la communauté peer-to-peer de l'internation. Des propositions organologiques. Et je reprends ici une discussion qu'a animée hier Paolo autour de l'invention. Il faut se mettre à inventer. Il faut arrêter de protester, il faut continuer à protester peut-être, mais ça ne sert plus à rien de protester. C'est-à-dire que si on continue à protester sans rien proposer, on va transformer les chemises rouges en chemises noires ou en chemises brunes. Les protestations vont devenir des mouvements fascistes. Parce que le fascisme est spécialisé dans la récupération des mouvements de protestation. C'est ça qui s'est passé dans les années 20 en réalité. Et ça s'est passé parce qu'il y avait un manque de concept des mouvements qui voulaient produire des transformations révolutionnaires. Aujourd'hui, il ne suffit pas de produire des nouveaux concepts. Il faut produire, on a appelé ça au début d'Ars Industrialis, il y a 8 ans, des nouvelles armes, en reprenant l'expression de Deleuze, il faut chercher de nouvelles armes. Et ces armes, il faut les produire, ce sont des concepts, l'avions-nous dit à Ars Industrialis, et je continue à définir les concepts comme des armes, mais il faut aussi des armes pour la paix, des armes pour les soldats de l'ONU, les casques bleus de la guerre économique. Nous voudrions, nous, devenir les casques bleus de la guerre économique. Il faut produire des armes au sens de vraies armes, de vrais dispositifs techniques. Il faut les inventer. Au sens où je disais hier, Galilée n'est pas allé chercher les télescopes au marché d'Amsterdam. Galilée a dit, sur le marché d'Amsterdam, on trouve des machins qui s'appellent les lentilles et les télescopes, c'est très intéressant, mais c'est très mal foutu. Je vais reprendre tout ça, je vais le mathématiser et je vais en faire une vraie théorie physique et une nouvelle pratique expérimentale de l'observation. C'est l'origine de la science moderne. C'est donc pas rien. C'est pour ça que Brecht admirait tant Galilée. Nous voudrions faire ça. Il faudrait être les Galilées de l'époque. Très bien Google, très très bien. Frédéric Kaplan montre à quel point c'est génial. Frédéric Kaplan qui est lui-même assez génial. Mais il ne s'agit pas de reproduire Google.
Il s'agit de faire, à partir de ce que Google a fait, le télescope de Galilée, c'est-à-dire quelque chose de vraiment rationnel. Google n'est pas du tout rationnel. Google, c'est une machine à prendre du fric, à faire de la captation de l'attention et finalement à détruire la langue, les idiomes. Kaplan, je crois, a montré pourquoi. Alors, je voudrais commencer par dire quelque chose de ce titre que j'ai proposé, occuper. Qu'est-ce que veut dire occuper? Paul-Émile Geoffroy, qui a fait un très bel exposé avant-hier soir, a insisté sur le fait qu'occuper, ça veut dire, par exemple, l'occupation allemande. Il disait, mais ça faut passer à autre chose que l'occupation. L'occupation, c'est l'occupation allemande. Par exemple, dans notre mémoire à nous, ici d'ailleurs, pas très loin d'ici, à 100 km d'ici, Hélène le sait très bien, il y a eu des résistants qui luttaient contre l'occupant. Ces résistants qui étaient ici étaient en relation avec un hôpital où Georges Canguilhem soignait les résistants. À cette époque-là, les philosophes, ils n'étaient pas très très loin des philosophes grecs, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas peur de prendre, non pas des kalachnikovs, ça n'existait pas, mais des pistolets mitrailleurs, enfin bon. Ils n'avaient pas peur de risquer leur vie. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 70 ans. Ça nous paraît être un truc, un âge mythique. Non, c'était il y a 70 ans. En tout cas, donc Paul-Émile Geoffroy a dit, voilà, occupé, il faut passer à autre chose. Mais oui, il a raison, je suis assez d'accord. Mais je voudrais quand même un petit peu insister sur le fait qu'occuper, ça n'est pas seulement occuper le territoire français quand on est l'armée allemande. C'est aussi occuper les usines, par exemple. Alors, je voulais vous citer un texte de Chomsky, mais j'ai oublié de le prendre et je l'ai laissé sur mon bureau. Elle n'est pas là, Elsa? Non. Bon, je vais peut-être m'arrêter 2 minutes pour aller le chercher. Noam Chomsky, a fait une intervention à Occupy Wall Street, qui a été publiée, traduite en français d'ailleurs, que je trouve absolument un exemple de discours absolument lamentable, de ces nombreux discours d'ailleurs qui se sont tenus très très décevants, mais là franchement lamentables, tenus par un homme considéré comme un grand intellectuel aux États-Unis qui s'appelle Noam Chomsky. Et qu'est-ce qu'il a fait Noam Chomsky? Il a parlé d'usines qui ont été occupées aux États-Unis et qui voulaient, ces usines dont les ouvriers voulaient se réapproprier les usines pour y développer l'autogestion. Et ça a échoué. Chomsky donc dit non, occuper, il faut le penser au sens où il y a des ouvriers parfois qui occupent des usines et qui essayent de. C'est pas les Allemands seulement. Ce n'est pas rien les gens qui occupent les usines. Rodiaceta, par exemple, en 1967, où Chris Marker est venu et a fait des choses formidables avec un groupe Medvekin. Il a donné les caméras aux ouvriers en disant c'est comme ça qu'il faut faire. C'est ça, faire la révolution. Et je crois à ça, moi. Il n'y a pas que lui, il n'y a pas que Chris Marker, mais il y en a eu d'autres, il n'y en a pas beaucoup, mais bon. On a totalement oublié tout ça. Lui aussi croyait à l'occupation des usines, mais il disait qu'il ne suffit pas d'occuper les usines, il faut faire des films, il faut apprendre à regarder les films, etc. Il faut apprendre. Occuper aussi, être occupé, j'ai dit occuper les cerveaux. Quand mon cerveau est occupé, il est préoccupé. Moi, mon cerveau est très préoccupé. Il est hanté, on pourrait même dire, hanté de problèmes. Les drones, comment Occupy Wall Street tourne en rond, ça me préoccupe. La préoccupation, ça s'appelle Besorgen en allemand. Derrière ça, il y a Sorge. Donc, l'occupation, c'est aussi le souci. S'occuper de quelque chose, s'occuper, par exemple, de ses enfants, de ses parents, de ses amis, c'est le souci. Donc, il y a des éléments très, très positifs dans le verbe occuper, occupation. Le souci, ça peut être aussi l'inquiétude, au sens de Hegel, qui en fait l'origine même de la pensée. Hegel dit, c'est à partir de l'inquiétude qu'on commence à penser. Nietzsche ajoute de l'inquiétude devant la bêtise. C'est donc la bêtise qui donne à penser. Bon, quoi qu'il en soit, occuper, j'ai proposé de dire occuper les cerveaux à Épineuil-le-Fleuriel. Si je l'ai proposé,
c'est pour une raison bien particulière, qui est que nous travaillons dans pharmacon.fr depuis maintenant 2 ans sur la question des cerveaux noétiques. Et ces cerveaux noétiques, nous pensons que Occupy Wall Street devrait s'en préoccuper. Y compris d'ailleurs parce que, voilà une fée qui arrive. Merci beaucoup Françoise, la fée Françoise. C'est ça le bouquin de Noam Chomsky que je vous citerai tout à l'heure. La question des cerveaux, nous pensons qu'il faut y travailler, y compris parce que Chomsky y travaille sur le cerveau. Noam Chomsky, c'est un des fondateurs du cognitivisme. Au départ, il n'a pas voulu fonder le cognitivisme. Il a voulu fonder une nouvelle approche de la linguistique. Chomsky, c'est un théoricien structuraliste, mais d'un structuralisme anti-saussurien, d'un structuralisme génératif. Il y a eu la grande théorie structuraliste mise en œuvre en France en particulier par des gens très variés comme de Lévi-Strauss, c'est très connu, Jacques Lacan en passant, Louis Althusser en passant par toutes sortes d'autres gens, Roland Barthes, Greimas, les sémioticiens et tout ça. Et tous ces structuralistes d'origine française en général, dont certains sont aussi développés aux États-Unis, d'autres qui n'étaient pas sur ce modèle se sont rapprochés, comme Piaget par exemple, le psychologue suisse qui a ouvert un dialogue avec les structuralistes français. Tout à coup, quelqu'un est apparu, Chomsky, qui a dit vous êtes complètement à côté de la plaque. La question de la structure, il ne faut pas du tout la poser comme vous le faites, il faut la poser d'un point de vue génératif. Et il a développé le concept de structure de surface et de structure profonde. Il a dit il y a des structures profondes du langage, et en fait, il a développé cette théorie sur la base d'une lecture, à mon avis, absolument erronée de Descartes, qui est une réinterprétation des méditations de Descartes et de toute la philosophie de la métaphysique cartésienne, de la fameuse question des idées chez Descartes, qui sont pour Descartes apportées par le divin, qui renvoient à la question de l'anamnèse qu'on trouve dans le Ménon de Platon, qui conduiront ces questions au jugement synthétique a priori de Kant, c'est-à-dire au jugement transcendantal, et qui sont repris par Husserl, donc immense histoire, dans laquelle tout à coup Chomsky apparaît et dit ce qui se passe au XVIIe siècle avec Descartes, c'est en fait la découverte de structures profondes. Ce dont parle Descartes, qu'il appelle les idées innées, ce sont en fait des structures profondes qui sont dans le cerveau sous forme biologique. Ça, c'est ce qui fonde le cognitivisme. Ce n'est pas seulement cela, c'est aussi toute une théorie cybernétique qui s'est développée bien avant, enfin 10 ans avant, et qui repose sur l'idée que le cerveau est une machine computationnelle et que cette machine computationnelle peut être reproduite par des machines computationnelles artificielles, par exemple des ordinateurs, ce qu'on appelle à l'époque des cerveaux artificiels. Bon. C'est ce qui donne l'intelligence artificielle. Le cognitivisme, qui est, à mon avis, la source épistémique fondamentale du néolibéralisme, de toute une conception de l'économie politique qui s'est développée surtout à partir des années 50 aux États-Unis, qui repose sur des modèles cognitifs qui conduisent à ce que certains ont appelé le capitalisme cognitif d'ailleurs. Ce cognitivisme qui est la rationalisation et la justification, y compris par les modèles que nous a décrit, j'arrive pas à retrouver son nom, je n'ai plus la... Comment s'appelle-t-il? Notre ami qui était au Brésil, en visioconférence, il y a 2 jours. Diego, voilà. Ce que nous a décrit Diego Viana, à travers aujourd'hui ce qui s'appelle la neuroéconomie. Tout ça repose sur des concepts cognitivistes. Et ces concepts cognitivistes qui sont le système idéologique qui permet de justifier la prolétarisation généralisée, y compris celle dont se plaint, je le dis toujours mais je le répète sans cesse,
type qui était le patron de la réserve fédérale. Voilà. Vous vous souvenez? Le patron de la réserve fédérale, Greenspan, Alan Greenspan, celui d'avant, qui explique, je le dis souvent mais je le répète encore, qui explique devant le Chambre des représentants qu'il ne comprend plus rien, il est totalement prolétarisé, que tout est passé dans les systèmes, que maintenant c'est les systèmes automatisés, tout est automatique. Et donc c'est dans les automatismes que se prennent les décisions. Autrement dit, il ne se prend aucune décision, parce qu'un automatisme, c'est précisément ce qui ne peut pas prendre de décision. La décision, c'est la remise en cause d'un automatisme. Une décision, c'est une désautomatisation. Quoi qu'il en soit, il dit « Je ne pouvais pas éviter toute cette catastrophe parce que maintenant, tout est automatisé. » Ce système-là, celui qui en est le penseur fondamental, c'est Noam Chomsky. Et je le dis parce que aujourd'hui, chez les amis des mouvements Occupy, etc., ici aussi d'ailleurs, par exemple, j'ai eu une discussion à Pigny il y a 2 ans ou 3 ans avec les amis du monde diplomatique. Beaucoup de gens en France considère Chomsky comme un grand héros, parce que Chomsky s'est mobilisé contre les territoires occupés en Israël, il s'est mobilisé contre toutes sortes de choses. Et effectivement, il a fait une théorie des médias, de l'oppression. Mais Chomsky, c'est le premier fournisseur de concepts du cognitivisme, qui est lui-même la base théorique et épistémique de la neuroéconomie actuellement, qui est elle-même directement connectée à la pratique des drones et à un point de vue qui détruit la différence entre guerre et police et qui impose une violence aveugle, totalement illégitime au monde entier. C'est ça qui est en train de se préparer avec les systèmes automatisés des drones, les big data et tous ces processus liés au numérique. C'est ça le pharmacone négatif. Et celui qui permet de légitimer tout ça, un de ceux, il n'est pas tout seul, c'est Chomsky. Si j'insiste sur ce point avec une certaine dramatisation, c'est parce que le grand problème de Occupy Wall Street, c'est qu'il y a une confusion mentale totale sur ces questions, qui fait que ces mouvements sont manipulés, gravement manipulés. Et nous voulons ici ouvrir une discussion critique, y compris avec Noam Chomsky, car je respecte moi tout à fait Noam Chomsky, c'est quelqu'un de très intelligent et de très puissant. Je suis en désaccord total avec lui, mais je suis tout à fait prêt à ouvrir une discussion avec lui ou ses amis, il y en a beaucoup, des Chomskiens. Je l'ai d'ailleurs fait puisque il y a 25 ans, lorsque j'ai créé COSTEC, le laboratoire de l'Université de Compiègne, j'y ai accueilli Joëlle Proust, qui est une Chomskienne déchaînée. C'est une ayatollah du chomskisme. Elle n'a pas de turban, parce qu'on ne met pas de turban chez les Chomskiens, mais c'est une véritable... C'est une ancienne communiste d'ailleurs, elle était membre du Parti communiste à l'époque du stalinisme. Et puis elle a abandonné le communisme stalinien et elle s'est précipitée dans les bras de l'idéologie américaine, comme beaucoup ont fait ça en France. J'en connais beaucoup d'autres, je pourrais vous donner des noms, Dan Sperber par exemple. Et ils se sont précipités parce que ce sont des matérialistes primaires, c'est-à-dire des gens qui disent qu'il faut se débarrasser du transcendantal, il faut se débarrasser des questions des consistances, il faut se débarrasser du blabla freudien sur le désir. Tout est dans les neurones et les molécules. Ça, c'est ce que j'appelle la métaphysique matérialiste, qui évidemment conduit à l'horreur économique concrétisée sous cette forme-là. Pourquoi ça ne s'affiche plus? Voilà, c'est ça. Hein. Alors, occuper les cerveaux, cela dit, si je l'ai proposé, ce n'était pas tellement pour discuter avec Chomsky, mais c'était pour discuter, enfin avec Chomsky, disons, pour discuter le chomskisme, c'était pour discuter avec Maurizio Lazzarato, qui est un ami. Nous avons accueilli 2 fois Ars Industrialis, une fois au Théâtre de la Colline, une deuxième fois à Nantes, dans un séminaire que nous organisions à une époque à Nantes. Et Maurizio, avec lequel nous sommes en dialogue souvent sur la question des nouvelles façons d'organiser et de concevoir le droit du travail, c'est aussi quelqu'un qui a écrit il y a 10 ans un livre que je voulais aussi vous montrer, mais je ne demande pas du tout à François d'aller le chercher parce que je m'en passerai. Un livre sur le capitalisme et la psychologie dans le capitalisme. Un livre qui s'inspire beaucoup de Gabriel Tarde. Gabriel Tarde, qui, dans son opposition à Durkheim et aux marxistes, développe une théorie de l'économie qui repose sur l'idée que, en fait, l'économie et la vie sociale en règle générale, c'est l'organisation d'une coopération entre les cerveaux.
Évidemment, si Maurizio se réfère à ce corpus que Deleuze mobilisait beaucoup, hein, et Maurizio Lazzarato, c'est un ami de Toni Negri qui lui-même s'est beaucoup inspiré de Deleuze, etc. Bon. S'il s'est référé à cela, c'est parce qu'il est en train de travailler à quelque chose que des amis à moi, d'ailleurs, qui travaillaient à Costec aussi, hein, Antonella Corsani en particulier, ont appelé le capitalisme cognitif. Antonella Corsani, c'était aussi une chercheuse de Costec à l'université de Compiègne. Et Lazzarato, qui est un type très sérieux, très travailleur, a vraiment travaillé le sujet en profondeur et a dit si on veut penser le capitalisme cognitif, c'est-à-dire un capitalisme qui repose sur l'exploitation de l'activité cérébrale et des savoirs, il faut vraiment réfléchir à la question du cerveau. Et il y a un type qui s'appelle Tard qui a travaillé là-dessus. J'ai essayé de... J'avais invité Maurizio pour parler de tout ça, il ne pouvait pas venir pour des raisons personnelles, malheureusement, mais j'espère qu'on trouvera une occasion de le faire venir dans une autre, peut-être la prochaine Académie d'été. Mais en tout cas, j'ai essayé, moi, de réactiver ce discours que tenait Lazzarato il y a 10 ans, et avec lequel je n'étais pas d'accord déjà. Mais je n'avais jamais ouvert de discussion avec lui parce que je n'avais pas les moyens d'argumenter. Donc je n'étais pas d'accord, mais je n'étais pas d'accord sans être capable de produire des arguments rationnels d'opposition vraiment, à mon avis, suffisamment convaincants. Parce que le cerveau, j'y connais pas grand-chose. Puis, grâce à Alain Giffard d'ailleurs, qui a fait un commentaire d'un livre de Nicolas Carr, qui m'a amené à lire le livre de Nicolas Carr, dont j'ai fait un commentaire moi-même dans mon dernier livre, m'a amené à lire Marianne Wolf, parce qu'en fait c'est beaucoup Marianne Wolf qui a inspiré Nicolas Carr, j'en ai parlé avec elle, Nicolas Carr qui n'a repris que ce qui l'intéresse dans le texte de Marianne Wolf. Hein. C'est ce qu'elle dit elle-même, elle dit moi je ne suis pas trop d'accord avec ce que dit Nicolas Carr à partir de mes propres trucs, parce que je dis beaucoup d'autres choses. Quoi qu'il en soit, Marianne Wolf donc, a écrit un texte que j'ai lu et qui m'a amené à lire beaucoup de textes depuis sur les neurosciences, ce qui se passe dans le cerveau, etc. Alors le cerveau, je m'y étais intéressé il y a fort longtemps, hein, il y a 30 ans même, puisque un des premiers à avoir énoncé des théories, à mon avis, intéressantes sur le cerveau, c'est André Leroi-Gourhan, et ça, je l'ai vraiment travaillé. Et Leroi-Gourhan a fait une paléologie du cerveau, paléontologie du cerveau, extrêmement importante, que j'ai d'ailleurs rappelé l'année dernière aux entretiens du monde industriel de l'IRI, devant Marianne Wolf, qui était absolument enchantée, parce que je crois qu'elle ne connaissait pas tout ça, et où déjà, Leroi-Gourhan, et ça j'en ai parlé dans La technique et le temps, dans mon premier livre, Leroi-Gourhan soutenait que la morphogenèse du cerveau, la corticalisation du cerveau humain se fait en relation directe avec la morphogenèse des objets techniques. Mais Leroi-Gourhan n'était pas allé très très loin dans tout cela parce qu'il ne pouvait pas argumenter très loin sans s'opposer au darwinien, qui est à l'époque totalement dominant. Donc il est resté prudemment dans des observations, des remarques que moi j'ai commentées, mais je suis resté prudent moi-même parce que je ne suis pas du tout, comme le sait bien Victor Petit, un spécialiste de la biologie, ni un spécialiste de la neurologie, etc. Mais en revanche, j'ai trouvé, il y a 2 ans, dans le livre de Marianne Wolf, tout à coup un corpus qui me donnait des arguments rationnels, qui ne sont pas les miens, qui sont ceux de ces chercheurs, et qui montrent que le cerveau est recodé par la technique. Le cerveau, ce que j'appelle le cerveau noétique, que du coup j'appelle le cerveau aussi organologique. Ce que j'appelle le cerveau noétique, c'est le cerveau qui est capable de produire des processus de transindividuation, capable même de produire des catégories polémiques, et donc des concepts. Et je soutiens que ce cerveau-là, c'est un cerveau organologique. Pour pouvoir produire des concepts, il faut être capable d'abord de transformer son régime de motricité en intériorisant des modèles de motricité qui ne sont pas biologiques et qui me sont donnés par du technologique. D'abord des modèles de motricité qui sont ceux, par exemple, de la taille du silex taillé il y a 2 millions ou 3 millions d'années, et par exemple des régimes de motricité vocale, auditive, phonique et manuelle,
qui apparaissent il y a 7 siècles avec la pratique massive de l'écriture alphabétique dans la cité grecque, où pour devenir citoyen, pour devenir peer, dans une communauté peer-to-peer qu'est la politeia, pour être un citoyen donc, parce qu'un citoyen c'est un père des autres citoyens, il faut être passé par une organologie, qui est l'organologie de la lettre. C'est ce que Walter Ong montre en 1985 en s'appuyant sur des travaux de Eric Havelock qui datent des années 50. Alors, et c'est ce que reprend à son compte Marianne Wolf, mais elle, en observant ce qui se passe dans le cerveau des enfants qu'elle soigne, puisque c'est une personne qui soigne la dyslexie. Et où elle observe qu'un enfant qui apprend à lire et à écrire recode son cerveau. Ce recodage du cerveau, c'est ce que produit Google. C'est ce qu'explique Nicolas Carr, mais surtout Frédéric Kaplan. Et si Google peut recoder les cerveaux, c'est parce que Google met en œuvre ce que j'ai appelé une rétention tertiaire. L'écriture est une rétention tertiaire, le silex taillé est une rétention tertiaire, et le numérique est une rétention tertiaire. Google est en train de recoder les cerveaux du monde entier, avec un phénomène anthropique massif, c'est-à-dire en engendrant une dysorthographie du cerveau, puisque Google désapprend l'orthographe en se substituant à la compétence orthographique de ceux qui l'utilisent, progressivement. On ne s'en rend pas compte, mais c'est absolument attesté. Et donc, il y a un problème de pharmacologie négative qui se produit là. Ce que j'aurais voulu ouvrir comme discussion avec Maurizio, c'est comment la coopération entre les cerveaux est rendue possible par des organes de coopération. Et que ces organes de coopération peuvent être aussi des organes d'exploitation et d'aliénation de ceux qui coopèrent. C'est ce que j'appelle maintenant la pharmacologie négative de la contribution. Ars Industrialis se vante, à juste raison je crois, d'avoir promu en France et même dans le monde une théorie de l'économie de la contribution. Une vraie théorie qui s'appuie sur une critique de l'économie politique avec des propositions parfois assez précises dans le domaine du droit, dans le domaine de la finance, dans toutes sortes de domaines, de la fiscalité. Des propositions très insuffisantes, mais des propositions quand même. Mais ce que nous voyons bien aujourd'hui, c'est que l'économie de la contribution se développe aujourd'hui négativement. La première entreprise planétaire d'économie de la contribution, c'est Google. C'est une économie de la contribution, Google. Mais d'une contribution qui, en fait, sert à produire du push. Un push qui est lui-même télécommandé par les AdWords, c'est-à-dire la vente aux enchères des mots que Google exploite et qui les rehiérarchise en fonction des liens sponsorisés, etc. etc. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, j'en avais déjà parlé d'ailleurs l'année passée. Pour revenir à un aspect théorique, le cerveau est un organe qui n'est pas simplement organique, je parle du cerveau noétique, mais organologique. Ce que Chomsky empêche de penser, c'est ça. Chomsky, c'est un penseur biologisant, c'est un neurocentrique et un biocentrique qui ne voit absolument pas le rôle de la rétention tertiaire, qui ne comprend absolument pas les questions de transindividuation, et qui du coup a une théorie du langage, à mon avis, totalement fausse, qui consiste à poser que le langage serait codé, câblé par avance dans le cerveau, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ce qui est le cas, par contre, c'est que le cerveau a une capacité de se recoder qui fait que, par exemple, dans le ventre de la mère, le nourrisson est déjà en train d'apprendre la langue de sa mère. Le nourrisson, ce n'est pas le nourrisson, c'est le fœtus. Voilà. Je renvoie sur ce point à la conférence que j'ai faite il y a 2 ou 3 semaines à Cérisy-la-Salle dans le colloque consacré à Simondon. Alors, nous pensons, nous, Ars Industrialis, comme les hackers et les communautés peer-to-peer, qu'il y a d'énormes potentiels de développement dans la rétention tertiaire numérique, de nouvelles parités, de nouvelles organisations de contribution noétique, permettant d'inventer de nouveaux processus d'individuation à un moment où, par ailleurs, la désindividuation s'est généralisée. Mais nous pensons que si le mouvement international dont Occupy Wall Street est une des faces veut se développer véritablement, il faut qu'il passe du blues qui a été provoqué par le blues du net, ce que j'appelle le blues du net. Le premier penseur de ça, pour moi, c'est Gert Loving, qui a commencé à en parler il y a très longtemps déjà, et qui a le premier, à ma connaissance en tout cas, à soulever le problème. Lui, il fait partie, je crois, des gens qui militent pour ce nouveau monde
bottom-up qui se développe, mais qui a soulevé très très tôt, avant tout le monde, avant nous d'ailleurs, la question de la négativité de ce processus. Maintenant, il faut que ces mouvements-là se mettent à lire et à travailler, par exemple Georges Canguilhem. L'histoire de la rétention tertiaire numérique s'inscrit dans une longue histoire. Donc Georges Canguilhem commence à bâtir les concepts de base en 1943 dans le normal pathologique et qu'il appelle la forme de vie technique. Il faut se mobiliser pour entrer en discussion polémique avec le cognitivisme, par exemple, sur ce sujet. Le cognitivisme est archi-dominant partout dans le monde. C'est lui qui sert de modèle à l'idéologie du néo-capitalisme ultra-libéral, c'est-à-dire ultra-libertarien, car libéral et libertarien, c'est la même chose. Et il faut maintenant passer à une critique de cela pour être capable de produire des propositions organologiques, alors cette fois-ci pas au plan théorique, mais au plan pratique, c'est-à-dire des inventions organologiques, pour inventer des organes. J'avais beaucoup d'autres choses à dire que je ne vais pas du tout vous dire parce que l'heure tourne et je ne vais pas être trop long. Vous savez que nous sommes aussi dans le contexte... Bon, qu'est-ce qu'il y a dans le paysage en ce moment du contexte mental, hein? Il y a Snowden, il y a les drones et il y a les MOOCs, c'est-à-dire le smart power. Tout ça étant un système en réalité. Hein. Quand je dis Snowden, c'est la NSA, bien entendu. Hein. Snowden qui a dénoncé la NSA. Et puis il y a des gens comme Snowden qui sont des gens incroyables quand même. Hein. Quand réfléchissez à ce truc-là. Hein. Comment est-il possible qu'un type qui bosse pour la CIA, qui est dans un paradis véritablement à tous égards, d'un seul coup dit « je vais dénoncer tout ça ». Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un mec comme ça? Qu'est-ce qui fait que Bradley Manning, qui a 130 ans de prison qui lui pèsent sur les épaules et à qui il faut dédier cette académie, parce que Bradley Manning, c'est l'équivalent de Georges Canguilhem qui va dans le maquis, hein, d'un seul coup, Bradley Manning dit il faut montrer tout ça. Je ne suis pas rentré dans l'armée américaine pour massacrer les gens et je découvre ça et je vais le rendre public. Voilà. Oui, je sais bien qu'il est libertarien, Snowden, je sais bien. C'est pour ça que j'ouvre cette discussion. Comment ça se fait? Eh bien, ça se fait qu'il y a un moment où quelque chose existe dans l'âme noétique qui fait qu'il y a des trucs qu'elle ne supporte plus. Que d'un seul coup, elle se renverse. Et ça, il faudra en reparler de cela, parce que ça, c'est la question de la justice. Et aussi de ce qu'on a appelé les justes dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire ceux qui, tout à coup, se mettaient en danger pour protéger les Juifs. Alors aujourd'hui, le contexte, c'est Snowden, c'est-à-dire la NSA, c'est les drones, et c'est aussi les MOOCs. Les MOOCs, moi, je prends ça très, très au sérieux. J'ai dit un peu par provocation, je le répète encore, vous n'allez pas me donner des leçons sur les MOOCs parce que le premier MOOC qui a été créé au monde, c'est à Épineuil-le-Fleuriel qu'il a été créé. Pharmacon, c'est un MOOC. Je n'ai pas attendu que Stanford dise tiens, on pourrait utiliser YouTube pour. C'est ce qu'on a fait ici. Donc, mais je considère, moi, ceux qui sont à l'origine de Pharmacon, qui ont suivi les premiers cours, les premiers séminaires, savent que je considère qu'aujourd'hui, Pharmacon ne fonctionne pas encore comme il devrait fonctionner. Si Pharmacon fonctionnait bien, vous seriez en train de prendre des notes avec ligne de temps sur ce que je suis en train de dire, par exemple, et de catégoriser polémiquement. Pourquoi faire? Pour produire, non pas des ontologies, mais des catégories. Et qui seraient ces catégories des processus de transindividuation polémique, dialogique, capables de nous faire passer de la co-individuation à la transindividuation. Ça, c'est sur quoi nous travaillons depuis 1 an et demi maintenant à l'IRI, après avoir lancé un programme qui s'appelle Digital Studies, et que vous pouvez trouver maintenant, j'en suis très fier, dans l'appel d'offres de l'ANR pour l'année prochaine, puisqu'il y a maintenant, l'Agence nationale de la recherche en France a repris nos propositions et a lancé un appel d'offres national pour travailler sur ces hypothèses. Et ça, c'est vraiment une victoire d'Ars Industrialis et de l'IRI. Alors,
l'enjeu de la catégorisation, c'est l'enjeu de dépasser le concept des MOOCs à l'américaine. Les MOOCs à l'américaine, c'est de la soupe, c'est ce que j'ai appelé les charters de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire comment on vous fait du tourisme pas cher, où on vous traite comme du bétail, où on ne vous donne pas à manger dans l'avion, où vous avez 4 escales, et quand vous arrivez dans le pays que vous vouliez visiter, vous avez 3 jours pour vous remettre de votre voyage et vous rentrez à la maison, et vous avez désappris ce que c'est que voyager. Vous avez désappris l'autre. Vous avez désappris la langue étrangère, la culture de l'autre, etc. Mais c'est grave parce que vous croyez savoir. C'est comme les sophistes que dénonce Platon. Vous croyez être allé en Tunisie, en Malaisie. Vous croyez avoir vu quelque chose, vous n'avez absolument rien vu du tout. Vous avez été pris en charge par une industrie du tourisme, un tourisme qui n'a plus aucun rapport avec les fondateurs du tourisme appellent tourisme d'ailleurs, parce qu'ils s'inspiraient des romantiques et l'origine du tourisme est très intéressant. C'était l'idée du voyage, à la façon dont Goethe, Hölderlin et tout ça ont réfléchi à ces questions. Et totale dénaturation. Les MOOCs, c'est ce qui est en train de produire ça, mais avec les savoirs. Donc c'est extrêmement grave. Mais en même temps, derrière les MOOCs, il y a une idée intéressante. L'idée de Daphné, qui est à l'origine, l'informaticienne de Stanford, qui est à l'origine de ça, était très proche de ce qu'on a eu comme idée ici à Pharmacon, au départ. Mais ensuite, ça s'est perverti extrêmement vite. Parce que ce sont des gens qui ne théorisent pas le pharmacone négatif. Je ferai une conférence à Berkeley le 23 octobre pour parler de ça, et aussi pour parler de choses dont je vous parlerai demain. Quoi qu'il en soit, ce que nous soutenons, nous, c'est que pour transformer les MOOCs de pharmacone négatif en une pharmacologie positive, il faut reposer à plat, remettre totalement à plat et réinventer totalement la théorie des catégories. La théorie des catégories, dont nous parlions hier avec Victor Petit, c'est une théorie aujourd'hui qui existe en mathématiques et qui commence à avoir une très très forte influence dans le monde contemporain, mais celle dont je parle, ce n'est pas celle-là. La théorie des catégories dont je vous parle, c'est la théorie d'Aristote. La théorie des catégories d'Aristote, dont je vous reparlerai demain plus précisément, c'est l'origine du savoir occidental. Tout le savoir occidental est basé sur les analytiques d'Aristote, et en particulier le traité des catégories et le traité de l'interprétation. Pourquoi ? Parce que la théorie des catégories, c'est une théorie du logos. Le logos est en lui-même une théorie de l'être, c'est-à-dire de la façon de dire l'être, sachant que pour Aristote, comme pour Platon d'ailleurs, l'être se manifeste dans le dialogue, donc dans le logos, donc dans le langage, donc dans la logique. Nous pensons qu'aujourd'hui, j'avais d'ailleurs avancé cette hypothèse il y a déjà 4 ans dans un livre qui s'appelle « Pour en finir avec la mécroissance », un livre d'Ars Industrialis, dans le 3e chapitre, ou le 2e, je ne me souviens plus, je soutenais que ce qu'on appelle les métadatas, que le Web 2 a permis de généraliser, ce sont des catégories produites par des locuteurs ou des producteurs de contenu, d'énoncés, disons plutôt, que de contenu, et que ces métadatas, c'était la première fois qu'elles sont apparues depuis le web dans toute l'histoire de l'humanité. Les premières métadatas ont été produites par les Mésopotamiens, il y a 4000 ans. Ensuite, elles ont été produites par les Grecs, comme indexation d'un corpus écrit, mais les Grecs ne l'ont pas pensé comme une indexation d'un corpus écrit, ils l'ont pensé comme une activité mentale et noétique sans support écrit. Parce que les Grecs ont effacé leur propre condition organologique de possibilité. Ils l'utilisent, mais sans jamais la penser, parce que c'est ça que j'appelle la métaphysique, c'est le refus de penser le pharmacone. Quoi qu'il en soit, en m'appuyant beaucoup sur Sylvain Auroux et son concept de grammatisation, j'ai essayé de montrer qu'en fait, si Aristote peut produire une théorie des catégories, c'est parce qu'il grammatise le logos et qu'à partir de là, il peut tirer parti de la discrétisation produite par la trace, au sens de Derrida, dans le logos qui permet d'identifier ce que Aristote lui-même appelle les parties du discours, c'est-à-dire de produire des typifications des mots à partir desquels il va produire des catégories, alors mais que lui va produire comme des catégories de lettres et non pas simplement du logos, pas simplement du langage. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui nous vivons
l'avènement d'une rétention tertiaire numérique qui constitue ce que j'appelle le stade le plus récent de la grammatisation. La grammatisation, c'est toujours ce qui produit ce que j'appelle de la pré-catégorisation. Non pas de la catégorisation, mais de la pré-catégorisation. Pourquoi de la pré-catégorisation ? Je vous donne un exemple qui concerne l'image animée. Depuis les années 80, les ingénieurs d'informatique se sont intéressés aux télécommunications pour transformer les signaux audiovisuels en signaux numériques compressables pour pouvoir passer ces signaux numériques sur les fils de téléphone. C'est ce qui fait que, par exemple, hier, on a regardé, ou avant-hier, Diego sur Skype. Ça, c'est la télévision. C'est la vraie télévision. Je ne sais pas si vous avez aperçu de ça, mais on a fait de la télévision. On a produit une émission de télévision. Qu'est-ce que c'est qu'une émission de télévision ? On émet quelque chose. En l'occurrence, Diego émet des photons qu'une webcam capte, qu'elle transforme en 0 et en 1, et que par toute une disposition technologique très complexe, finalement, nous pouvons voir se recomposer ici en temps réel. Et nous pouvons donc discuter avec un type qui est à São Paulo de ce qui se passe en neuroéconomie. C'est fabuleux quand on y pense. C'est de la vraie télévision. C'est de la télévision non pas captée par des professionnels de la profession, mais pratiquée par des gens qui s'en servent intelligemment. Alors, ceci, c'est un processus de grammatisation qui a été rendu possible par le fait que dans les années 80, en Italie en particulier, à Turin plus particulièrement, des gens se sont dit au CECELT, qui était le centre de recherche en télécommunications de Telefonica, Telecom Italia, je ne sais plus comment ça s'appelait, un type que je connais bien, avec qui j'ai travaillé, comme Vincent, qui s'appelle Leonardo Cariglione, a lancé un certain nombre de projets de recherche qui ont conduit à une normalisation qui s'appelle MPEG. MPEG, qui est à l'origine de MP3, qui est à l'origine des communautés peer-to-peer dans le champ musical. MPEG, c'est ce qui a permis de faire de la compression de signal. Et moi-même, je suis rentré dans le comité MPEG en 1996, enfin, je n'y suis pas rentré moi, j'y ai fait rentrer l'INA comme étant le représentant de la France sur cette normalisation internationale, parce que MPEG, c'est une norme ISO, c'est-à-dire que c'est une norme qui est négociée au niveau mondial entre tous les opérateurs de télécommunications et de télévision, via des conventions internationales, comme il en existe dans les télécoms, pour que le signal MPEG soit compatible avec toutes les chaînes de télévision du monde, et pas seulement les chaînes de télévision. Et ça a conduit à MPEG 7. MPEG 7 que vous ne connaissez pas, parce que c'est une norme qui n'a pas eu un très grand avenir. Par contre, un jour, vous allez entendre parler de MPEG 21. MPEG 7 est une norme qui permet automatiquement de détourer des images, de repérer des signaux récurrents. Par exemple, qui permet, j'ai lancé moi ce premier programme en France et peut-être dans le monde, avec l'INA et l'IMSI à Orsay, de développement d'algorithmes de grammatisation des images permettant par exemple de dire, je voudrais retrouver dans le million d'heures d'archives audiovisuelles de l'INA, car à l'INA, à l'époque où j'y étais, il y avait 1 million d'heures d'enregistrement de télévision, de cinéma et de radio. Je voudrais retrouver le moment où, je ne sais pas, Pollack, par exemple, dans son émission, s'engueule avec je ne sais plus qui. Mais je ne voudrais pas passer par des documentalistes qui ont indexé ça, je voudrais lancer une requête à un algorithme. Eh bien ça, c'est possible aujourd'hui. C'est possible parce qu'il y a un processus de pré-catégorisation qui a été rendu possible par des algorithmes qui sont capables d'analyser, qui ont un profil de Pollack, qui est un journaliste que je n'aimais pas du tout d'ailleurs, mais qui a eu beaucoup de succès dans les années 80 en France, avec une émission dont j'ai oublié le nom, et qui était une émission à scandale, et qui voilà, est un profil que l'on peut fabriquer et qu'on peut retrouver, comme on peut retrouver dans des bases de données comme Google, toutes sortes de choses. C'est très facile de trouver ce que je raconte, par exemple, si vous allez sur Google, si vous savez vous servir un tout petit peu de Google, c'est extrêmement facile de retrouver ça. Et ça, c'est rendu possible par des processus de pré-grammatisation, de pré-catégorisation. Nous pensons, nous, que ces processus de pré-catégorisation doivent être mis au service de processus de catégorisation et d'invention catégoriale. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je voulais vous parler, mais je ne le ferai pas d'Hermès, je le ferai demain. J'ai terminé mon cours
de cette année, le 26 mars, je crois, de cette année, en réintroduisant la figure d'Hermès et en pensant à la conférence qu'avait faite Christian l'année dernière sur Hermès. J'ai terminé mon cours l'an passé, de cette année, en disant, en réalité, le vrai problème de Platon dans Politeia, c'est de virer Hermès de la cité. Ce que Platon ne supporte pas, c'est l'interprétabilité des énoncés. Platon, comme l'a montré Heidegger dans son commentaire du livre 7 de la République, veut transformer l'aletheia, qui est avant tout un processus d'herménéia, d'interprétation, en une orthothèse, c'est-à-dire en la mise en œuvre d'algorithmes d'une exactitude calculatoire. Ce n'est pas Platon qui pensera le calcul, même s'il parle beaucoup du calcul, il faudra passer par Descartes, Leibniz et un certain nombre d'autres. Derrière cela, il y a deux conceptions de la catégorisation. Une conception qui est qu'on peut catégoriser en épuisant complètement la polysémie de l'être, c'est-à-dire en arrivant à dire absolument l'être de manière exacte, ce qui sera le projet de ce qu'on appelle, à partir de Descartes, la mathesis universalis, ce que Heidegger appelle la raison moderne. Il y a une autre conception tragique de l'interprétation, qui est celle de Nietzsche, de Freud, de beaucoup d'autres, de Hölderlin, qui est l'idée que Hermès, l'interprétation, c'est une herménéia. Et l'herménéia, c'est toujours ce qui doit interpréter une pharmacologie, un pharmacone, le mieux possible, sans pouvoir jamais produire une dernière interprétation. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de dernière interprétation. Parce que interpréter, c'est individuer ce que j'interprète, et c'est m'individuer en interprétant ce que j'interprète. Pour produire cette interprétation, je dois produire une sélection de critères nouveaux, une sélection catégoriale. Cette sélection est une sélection noétique. C'est ce que j'ai appelé une sélection artificielle. C'est pour ça que, et je reviens à Chomsky, c'est pour ça que dans le séminaire de cette année, j'avais proposé, finalement nous ne l'avons pas fait, de lire et d'interpréter la Descent of Man, la descendance de l'homme de Darwin, dans laquelle Darwin essaye de penser avec les concepts du darwinisme le processus d'hominisation, et il n'y arrive pas. Lui-même le dit, qu'il n'y arrive pas. C'est très très clair. Il n'y arrive pas parce qu'il n'arrive pas à penser le rôle du pharmacone et de la rétention tertiaire. Pourquoi est-ce que je parle de Darwin ? Darwin, c'est une théorie de la sélection. On a parlé de la lutte pour la vie avant-hier, mais la lutte pour la vie, Darwin dit, la réalité de la lutte pour la vie, son résultat, c'est la sélection. Il appelle ça la sélection naturelle. Ce que montre Canguilhem, c'est qu'à un moment donné, une bifurcation se produit dans la vie qui relève d'une sélection artificielle, qu'il appelle la vie technique, qui est une sélection pathogénétique. C'est-à-dire il y a une sélection qui se produit par pathogenèse, c'est-à-dire par sélection dans une maladie de nouveaux critères de vie qui deviennent des critères de santé. C'est un point de vue très nietzschéen. Je considère, moi, qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à la question d'une nouvelle théorie de la noétisation comme sélection artificielle. Et que cette théorie de la sélection artificielle, c'est une théorie de la catégorisation. Et qu'il faut que les communautés de peer-to-peer qui se développent et avec lesquelles nous voulons dialoguer mettent en œuvre une organologie de ces technologies de sélection artificielle, c'est-à-dire une organologie des processus de transindividuation. Parce que la sélection artificielle, en produisant des critères artificiels et en les socialisant, produit de nouveaux critères de transindividuation. Je pense que c'est possible parce que je crois que les modèles de transindividuation qui court-circuitent les processus de transindividuation longs sont devenus anthropiques, c'est-à-dire qu'ils sont devenus autodestructifs et qu'ils vont cesser d'être efficients. Beaucoup de monde pense cela, y compris dans la communauté des entrepreneurs du numérique. J'en connais un certain nombre. Parce que dans le Conseil national du numérique, dont je fais maintenant partie, il y a par exemple des gens comme ça. Et des gens qui sont des businessmen, qui ont créé des entreprises, parfois des très très belles entreprises d'ailleurs, et qui pensent eux-mêmes que finalement le modèle de ce que j'appelle la deuxième époque du web est épuisé. Et je terminais là-dessus. C'est ça la proposition que je fais.
à Occupy Wall Street et à tous les mouvements comparables. Nous nous sommes développés, eux et nous, Ars Industrialis, Occupy Wall Street et tous ces mouvements, dans l'époque de la deuxième période du web. Il y a eu jusqu'à maintenant 2 grandes époques du web. La première époque fut celle de Alta Vista, des navigateurs et de ce que Tim Berners-Lee avait imaginé avec le lien avec les hypertextes, les liens hypertextes, HTML, etc., qui étaient en gros les années 90. Au tournant des années 90, quelque chose de nouveau est apparu avec Google et avec ce qu'on a appelé le Web 2, c'est-à-dire la technologie des métadatas et les technologies dites collaboratives, où tout à coup, tout ça a reposé sur la production de catégorisation par les internautes eux-mêmes, à travers des métadatas, qui a produit donc l'époque des moteurs de recherche et des blogs, etc. Nous pensons que ce modèle, qui a aussi généré le social engineering, c'est-à-dire Facebook et le web social, est en train de s'épuiser. Il est en train de générer une immense déception, une immense désaffection, d'autant plus immense qu'on découvre qu'en plus ça sert la NSA, que nous sommes espionnés sur ce système et que finalement nous sommes totalement en train de nous désindividuer, de détruire notre intimité, de détruire tous les secrets qui nous constituent et qui sont secrets y compris pour nous-mêmes. Et les secrets, c'est fondamental, c'est la loi du désir, le secret. Une troisième époque du web doit émerger. Et nous soutenons ici que ça doit émerger avec nous, avec les universités, avec les académiques. Je mets dans les académiques, moi, non pas simplement les universités, mais tous les groupes, toutes les communautés de peer-to-peer qui produisent de l'intelligence collective totalement en dehors des cadres institutionnels, comme Wikipédia, par exemple, etc., y compris les libertariens, comme Snowden, etc., et qui produisent beaucoup de modèles alternatifs. Mais il faut arrêter de laisser l'armée américaine exploiter tous ces modèles et les récupérer à son avantage, ou le business californien. Et il faut produire une critique de cette raison pharmacologique. Nous pensons qu'il est tout à fait possible de la produire en inventant de nouvelles technologies, une nouvelle organologie de tout cela et en les pratiquant, ces organologies.